Reconnais d'hier. Merci d'être là pour cette deuxième journée de cette troisième édition du Week-end des possibles qui se tient ici à l'Académie du Climat. L'Académie du Climat qui nous accueille. Donc c'est la première fois qu'ils nous accueillent. Non, le son n'est pas bon, monsieur, je vous vois faire des... Non. Ah, mais le son, ça va pour tout le monde? L'acoustique est bonne? D'accord. Donc je disais l'Académie du Climat qui est un endroit formidable, ancienne mairie du 4e arrondissement, transformée en lieu d'échange, de débat, de discussion, d'expérimentation, d'ateliers. On est très honorés qu'ils nous accueillent cette année et on est très content parce qu'on est, semble-t-il, en phase à l'Obs avec ces valeurs-là. Depuis quelques années, on a vraiment essayé de développer cette expertise, si je puis dire, sur les questions climatiques, cet engagement aussi sur les questions climatiques. Et notamment, je voulais vous en parler, nous ne l'avons pas là, mais il y a un livre à la librairie qui se trouve ici, juste à côté, qui s'appelle Les penseurs de l'écologie, que vous pouvez tout à fait trouver facilement. Les penseurs de l'écologie aux éditions Les Liens qui libèrent, qui est un recueil de textes de penseurs de l'écologie, d'interviews publiées dans l'Obs depuis parfois 20 ans. Qui est un livre donc, qui marche plutôt bien et qu'on va retrouver bientôt à la vente, qui est ressorti et qui va bientôt ressortir à la vente. Voilà. Il existe aussi, je me permets, et après c'est fini avec la promo, j'arrête là, une newsletter qu'on appelle EcoloOps, qui est une newsletter tous les jeudis, tous les 15 jours, pas tous les jeudis, un jeudi sur deux, qui est donc une synthèse gratuite de nos articles sur le site de l'Obs consacrés aux questions environnementales. Donc si vous voulez vous inscrire, voilà, vous cherchez sur Google EcoloOps, newsletter EcoloOps, et vous aurez tous les 15 jours une newsletter sur ces questions-là, qui sont vraiment des questions qui prennent une place considérable maintenant dans notre travail de journaliste. Voilà. Nous sommes ici pour parler de transmission. Merci à nos deux invités d'être là. Transmission de valeurs, transmission de savoir, transmission aussi dialogue avec des gens qui sont d'accord, avec des gens qui ne sont pas d'accord. On va parler de ces choses-là avec vous. Vous étant, bonjour, Sophie Rabi-Bouquet, vous êtes pédagogue, vous êtes connu du grand public parce que vous avez créé il y a une vingtaine d'années au Hameau Début en Ardèche à la fois un éco-village, une ferme, une école Montessori, un centre d'apprentissage, tout ça en même temps. C'est un lieu que vous avez quitté il n'y a pas longtemps et on l'évoquera. Et vous publiez, il vient de sortir ces derniers temps, un essai qui s'appelle « Et si nous redevenions humains ? Comment notre véritable nature peut résoudre les crises ?» Livre qu'on trouve à la librairie ici et que Sophie signera juste après cet entretien, signera pour ceux qui voudraient découvrir ce livre. C'est une redevions humain où, entre autres, vous abordez beaucoup la question de l'éducation, qui est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, mais on en parlera justement, la question de l'éducation. Et avec nous, Laure Noila. Bonjour Laure. Bifurquée par temps incertain, vous êtes une bifurcante, on peut dire, c'est le mot que vous employez, bifurcante, vous vous intéressez à tout ça, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, et vous avez, il y a 10 ans, tout rond, vous avez quitté votre entreprise qui est le quotidien Libération, où vous couvriez l'actualité de l'environnement, des questions environnementales, pour déménager, quitter Paris, aller vivre dans l'Yonne, dans un bourg de 10 000 habitants qui s'appelle Joigny, dans lequel vous avez créé ce qu'on peut appeler un écolieu, un tiers-lieu, voilà. Et vous vous intéressez à toutes ces questions-là. Vous racontez cette expérience dans Bifurqué par temps incertain, qu'on trouve également à la librairie et qui sera également en signature après cet échange pour ceux qui le souhaitent. Et vous racontez que les bons moments et les moments plus difficiles, c'est-à-dire le livre a aussi l'énorme mérite de ne pas simplement mettre en avant des idéaux. D'ailleurs, c'est votre cas aussi, Sophie. C'est deux livres qui ont ce point commun et c'est pour ça qu'on est content de vous réunir. C'est que vous ne mettez pas simplement en avant vos idéaux, mais vous mettez aussi la réalité. Et on va parler de quelque chose qui est une jolie abréviation, qui est PFH. PFH pour putain de facteur humain. Voilà, le facteur humain, c'est quand même la chose la plus difficile, semble-t-il, à gérer. On va commencer avec vous, Laure. Comme je le disais, vous avez donc bifurqué il y a 10 ans. Comment vous définiriez ce qu'est un bifurcant, une bifurcante, et est-ce qu'on a une idée aujourd'hui en France de ce qu'elle représente, de ce que cette population-là représente? Il faut... Comme ça. Bon,
Ouais. Donc déjà, merci à tous d'être là alors qu'il fait beau. Merci à tous d'être là alors que c'est un grand week-end. Un bifurcant ou une bifurcante, c'est de toute façon, ils ont tous en commun, de tous ceux que j'ai rencontrés, de ne plus en pouvoir, de ne plus pouvoir continuer et fonctionner comme ça. Comme ça, étant, je ne sais pas, métro, boulot, dodo, vivre dans une métropole barbare, c'est-à-dire une ville bruyante, pleine de circulation, polluée, où la vitesse est un facteur est un conditionnement, l'accélération, et loin de la nature, de l'environnement dans lequel, on le sait, on peut se ressourcer, et physiologiquement, on le sait, ça nous fait un bien fou. Les bifurcants, on en parle beaucoup depuis 2020 parce que le confinement, après nous avoir cloués au sol durant 11 semaines, a déclenché des désirs d'alignement chez les uns et les autres. Alors, pas forcément d'alignement tête, cœur, main, mais alignement déjà avec le sens de sa vie, les raisons de pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait de notre quotidien, du temps qui nous reste à vivre, sont des questions qui sont posées à la fois, qui ont surgi à la faveur du confinement de manière assez intense, et en termes de nombre, il y a eu un vrai déclencheur avec ces moments-là, mais ce sont quand même des questions qui zonent, qui transpercent la société depuis un certain temps, notamment avec les phénomènes d'éco-anxiété, de prise de conscience écologique qui nous plongent de toute façon dans des doutes énormes, à la fois de la colère, de l'impuissance, de la peur, une immense tristesse pour le monde. Et du coup, on se demande comment on déroule sa vie, alors professionnellement, familialement, géographiquement, et on se pose immensément de questions jusqu'au moment où on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? C'est un petit peu, si vous voulez, une crise de la quarantaine, mais pas liée à l'âge, mais liée à l'époque. Et donc voilà pourquoi cette crise de la quarantaine de l'époque, cette crise de l'époque ne touche pas que des gens qui ont une quarantaine d'années, qui sont au milieu de leur vie, enfin statistiquement parlant, et qui se disent ah mais dans le temps qui me reste à vivre, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je peux faire, dans quoi je peux m'engager et quel sens je peux donner au temps qu'il me reste. Et ben c'est pour ça qu'on a aussi des personnes de 20 ans qui aujourd'hui sont dans cette crise-là, cette espèce de métanoïa, retournement de situation, retournement de valeurs, retournement de regard sur toute notre existence dans toutes ses dimensions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a d'un côté le sentiment d'absurde de vivre dans une société qui fait n'importe quoi, etc. Donc là, vous disiez sentiment d'impuissance, enfin, on est plutôt dans des affects négatifs, on pourrait dire. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'aspect, la crise de la quarantaine, c'est aussi l'envie de faire quelque chose qui correspond vraiment à ce qu'on est, etc. Dans les gens que vous avez rencontrés, parce qu'il faut préciser que Bifurqué, par temps incertain, parle de votre expérience, mais parle aussi de l'expérience des bifurcants en général que vous avez rencontrés un peu partout en France. Et quelle est la proportion, on pourrait dire, d'affects négatifs et puis d'envie positive de se réaliser, d'accomplir qui on est vraiment ? Parce que la crise de la quarantaine, elle a existé bien avant la crise écologique, si je puis dire. Enfin, je suppose. Oui, et puis la crise de la quarantaine, la crise d'un couple, la crise dans son travail, enfin, il y a énormément de crises. Mais les crises étant génératrices de transformation, enfin, étant même par définition des déclencheurs de transformation, on a, peu importe, j'ai envie de dire, que ce soit des émotions basses qui nous poussent à changer ou que ce soit l'envie de s'aligner. Enfin, l'envie de s'aligner, c'est parce qu'on ne se sent probablement pas aligné. Alors attention, ce terme m'embête un peu, l'alignement, parce qu'on n'est pas des étagères. Non mais c'est vrai, et on n'est pas non plus de la menuiserie, tu vois, avec un fil à plomb, etc. Mais aligné, on le sent quand ce qu'on fait a du sens, quand on se lève le matin pour aller faire quelque chose qui nous passionne, on le sent, enfin, la joie est là, la sérénité, une certaine paix est là, donc c'est clair que ces personnes ont en commun de ne pas être en paix. Voilà, avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils sont, avec le lieu où ils vivent, avec les personnes avec lesquelles ils interagissent, que ce soit au travail, dans la vie personnelle.
Vous me demandiez... non, peu importe. Nous demandions combien de bifurcants exactement... alors, aucun guichet ne recense les bifurcants. On peut avoir différentes possibilités de voir qui bifurque. Par ce phénomène de grande démission qu'on constate dans le travail. Grande démission, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le big quit, c'est-à-dire c'est ces gens en général diplômés, voire très diplômés, qui disent ils ont 25, 30 ans, 35 ans, et ils disent moi pas que, parce qu'on a beaucoup de tensions dans le monde de la restauration, par exemple. Oui, mais on a tendance à supposer que c'est par la pénibilité du travail et pas par l'absence de sens du travail. Peut-être qu'on a tort d'ailleurs. C'est-à-dire que le confinement, encore une fois, le Big Quit, qui donc démarre aux États-Unis en août 2021, très exactement, vous avez quand même entre 20 et 30 millions d'Américains qui quittent des boulots de merde. Ouais. En se disant, on a été cloué au sol. Alors nous, particulièrement en France, ça a été très prégnant parce que vous avez quand même un État qui a pourvu pendant 11 semaines avec le quoi qu'il en coûte. Et donc, les gens là se retrouvaient chez eux, payés, non pas à ne rien faire, mais finalement à être à l'arrêt. Quand on est à l'arrêt, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit beaucoup plus que quand on est dans le speed de notre quotidien. Et tout a sauté à la figure de beaucoup de personnes. C'est-à-dire, c'est quoi ce travail? Dans tel restaurant, je suis serveuse, je touche le SMIC, je fais 19 km par jour entre la cuisine et les tables où je sers. Je suis crevée et j'ai pas le temps de m'occuper de mes enfants. Je rentre tard le soir. Je voudrais mettre un arrêt à ça, quoi. Ça a fait heurter ça. Et donc le Big Quit, pour en revenir au Big Quit, ça démarre en août 2021. Donc 20 à 30 millions de personnes quittent leur travail, disent non, merde à la société et aux sociétés qui les embauchent. Et c'est quelque chose qui est venu en France, qui est, comme tous les phénomènes américains, ça a déferlé en France quelques mois, années plus tard. Et voilà pourquoi nous avons maintenant un pays en grande tension sur certains secteurs professionnels. En pénurie, qui est un mot qui n'a jamais existé depuis 40 ans, sauf pour les ingénieurs, mais on entend maintenant. Alors, quand notre président qu'on adore nous dit traverser la rue, vous trouvez un boulot, il n'a jamais aussi raison. Ouais. C'est vrai que vous traversez la rue, c'est une grande honnêteté de le dire. Bravo. Vous avez 3 postes de cuisinier, de serveur qui vous sont proposés, de boulangère, enfin de caissière à la boulangerie, etc. Mais on a aussi le phénomène effectivement des diplômés, enfin des gens cortiqués qui ont fait de grandes études, qui sont promis à des destins faciles, au sens où ils vont trouver un boulot tout de suite, plutôt bien payé, et voilà. Et donc ceux-là aussi démissionnent avant même d'avoir embauché quelque part, parce que eux, c'est juste le sens de leurs études qui leur saute à la figure, c'est-à-dire que dans les 3/4 des cursus universitaires ou de grandes écoles, on ne parle pas des questions climatiques, on ne parle pas des questions de finitude des ressources, on ne parle pas des questions de limites planétaires. Or, vous voyez bien qu'à la faveur des sécheresses, à la faveur des catastrophes, à la faveur des inondations, etc., on a de plus en plus de médias qui en parlent, et donc ça contamine nos vies. Maintenant, tout le monde est au courant, les rapports du GIEC sont suivis autant qu'un transfert de Lionel Messi. Donc, on se retrouve avec énormément de doutes de la part de jeunes qui ont fait des études, je ne sais pas moi, de diplômés dans les télécoms et qui se dit mais à l'agro, on a vu les jeunes de l'agro notamment. L'agro, au moins là ils sont déjà en relation avec la terre, avec quelque chose de l'ordre de voilà. Mais quelqu'un qui est à Polytechnique et qui travaille qui a très envie de travailler, je sais pas moi, dans l'aéronautique par exemple. L'aéronautique typiquement se pose énormément de questions, et même un sujet que j'adore, c'est quand même la pénurie de main d'œuvre dans le nucléaire. Ça ne fait plus rêver les jeunes diplômés d'aller dans le nucléaire. Et vu que même les énergies renouvelables en prennent plein la figure, ils se disent ni énergie renouvelable, ni énergie nucléaire, je vais faire quoi? De la permaculture. Et on a vu déferler toute une génération aussi. Donc ils font leur crise de la quarantaine à 20 ans. Et est-ce que le discours a changé depuis 10 ans? Comme je disais, vous en 2013, vous avez claqué la porte de Libération, vous êtes parti. Les choses que vous entendiez à cette époque, et aujourd'hui, c'est... Alors je suis partie moi à la faveur d'un gros burn-out bio. J'avais beau être au page terre de Libération, c'était un combat permanent pour pouvoir parler de ça de manière sereine.
Donc, même au cœur d'un journal qui se vantait de traiter les questions environnementales quotidiennement, c'était dur. Gros burn-out bio, dissonance, et je pars. Et je me retrouve à la campagne, dans un endroit où personne ne parle d'effondrement, personne ne parle d'environnement. Personne ne lit Libération, probablement. Ou personne ne lit Libération, si. On lit Libération, oui, non, c'est connu qu'on ne lit pas Libération en France, hein, ça se saurait. C'est ça, hein, ça se saurait. Si on lisait Libé. Il n'y a que les journalistes qui lisent Libé. C'est pas gentil. C'est pas gentil de dire ça. Gentil. Et en plus, c'est pas gentil parce que l'Obs n'en pense pas un mot. C'est l'Ordre qui dit ces choses. Non, mais je rigole. Non, pardon. Il y a quand même 3 plans sociaux à Libé, c'est pas pour... Bon, bref. Non, mais est-ce que le discours a évolué? Il y a eu un discours qui a évolué, évidemment. Ce que vous dites aujourd'hui a l'air un peu de couler de l'évidence, d'être un peu évident pour un certain nombre d'entre nous qui ont des enfants, des adolescents qui en connaissent, des jeunes adultes qui font part de leur ras-le-bol général du système. On a l'impression qu'il y a une dizaine d'années, c'était vraiment pas le cas encore. C'était encore un truc un peu proto, hippie, ça va leur passer, etc. En 2013, c'était moins dur qu'en 2003. Parce que moi, j'ai démarré sur la question d'environnement en 2000 et 2003. Ouais. Et en 2003, on a une canicule qui tue plus de 14 000 personnes en France. Là, les gens ont une prise de conscience. Nous, on crée la page Terre. Donc, quotidiennement, on va parler de ça. À l'époque, moi, j'ai l'impression que tout le monde... ce qui manque, c'est l'information. Et que quand les gens sauront, à ce moment-là, ils bougeront. Mais y compris les politiques, les industriels. Il suffit d'avoir de l'information pour savoir. C'est ça. C'est que les gens ne sont en pas réalité, en 2013, je réalise que les gens ont l'information. Un prix Nobel de la paix a été donné au GIEC. Al Gore a fait des films. On a quand même des catastrophes. Au sommet de Copenhague en 2009, on n'arrive pas à sauver le protocole de Kyoto. Je me rends compte que oui, effectivement, les gens, même avec l'information, ça ne suffit pas. Il manque autre chose. Et cette autre chose, j'ai l'intime conviction, mais je peux bouger dans mes convictions, que la catastrophe est meilleure pédagogue que n'importe quelle bibliothèque de collapsologue. Un petit coronavirus et une petite guerre en Ukraine, et paf, 10% de sobriété, 10% d'économie d'énergie. C'est écrit depuis 1972 avec le scénario business as usual du rapport de Meadows et de ses comparses Halte à la croissance rendu au Club de Rome. Vous avez quand même déjà la trajectoire en 1972 du pire des scénarios qui est le scénario business as usual. On fait comme si de rien n'était et on est pile dans la trajectoire des modèles de 1972, c'est-à-dire qui prévoit un effondrement quand même de la population, un effondrement des systèmes complexes, des questions énergétiques et de ressources naturelles en 2030. Donc c'est demain. Alors on est dans la trajectoire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être bifurqué, parce que la bifurcation par temps incertain, c'est déjà aussi bifurqué dans un monde contraint, fini. Hier on me demandait c'est quoi de vivre dans un monde à 4 degrés. Personnellement j'en sais rien, mais je sais que la productivité agricole va baisser, qu'on va avoir des problématiques et des tensions sur l'eau, y compris dans un pays comme le nôtre qui est avec un climat tempéré, continental, où normalement a priori on n'avait pas de problématique de l'eau. Donc on se retrouve avec des tensions qui arrivent et tout était prévu, tout était écrit. Donc maintenant on est dedans. Vous voyez la métaphore de cette grenouille qui est dans la casserole d'eau, ça chauffe à petit feu. Au début il fait frais, après c'est tiède, c'est chaud et puis c'est trop tard. Moi j'ai la sensation qu'on est vraiment des grenouilles. Tous des grenouilles, quoi. Sophie, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous êtes, on peut dire une bifurcante avant l'heure. Mais vous êtes, je rappelle, je ne l'ai pas dit, vous êtes la fille de Pierre Rabhi, le paysan philosophe Pierre Rabhi. Vous êtes une bifurcante tombée dedans quand vous étiez petite, vous, c'est ça. Quand vous avez décidé de vous lancer comme ça, cet éco-village, cette ferme, cette école Montessori, au hameau des Buis, est-ce que c'était pour vous une sorte d'évidence? On va dire une sorte de continuation de ce que mes parents avaient entrepris, à la logique de laquelle j'ai adhéré naturellement parce que les questions qu'ils ont soulevées m'ont touchée, non seulement parce que j'ai vécu dans leur aventure de retour à la Terre et d'essayer de transformer un peu le modèle général pour aller vers plus de sobriété, une empreinte écologique moindre, etc. Mais aussi parce que à un moment donné, je me suis retrouvée aussi dans l'urgence d'agir en tant que jeune maman. Ça s'est vraiment déclenché quand j'ai eu mon premier enfant, où je me suis dit que pour pouvoir regarder cet enfant dans les yeux, il fallait que je puisse aussi m'engager dans une voie qui soit soutenable pour son avenir.
Et pour moi, les écolieux font partie d'une réponse possible aux tensions actuelles qui sont immenses. Et évidemment, ce que nous faisons, c'est une petite goutte d'eau dans un océan déconvenu, parce qu'on ne sait pas trop comment, effectivement, réalistement, on va pouvoir aborder cette énorme crise. Mais peut-être pour donner aussi quelques chiffres qui peuvent être intéressants, moi quand j'ai commencé à créer le hameau des Buis, donc au tout début, on était en 2002-2003, nous étions 12 oasis en France. Donc oasis, c'est un concept d'écolieu qui a été défini notamment par mon père et son équipe, dont je faisais partie à cette époque-là. Nous avons écrit un manifeste. Donc, voilà, on n'a rien inventé, on a juste mis en forme ce que pourrait être un écolieu à dimension d'une micro-société adaptée à notre climat, au monde occidental, etc. Donc c'est vraiment une remise en forme d'un concept qui existe depuis déjà très longtemps. Et aujourd'hui, sont répertoriés 1200 oasis en France. Donc vous voyez que... Et c'est exponentiel. 1200 en 20 ans, oui, voilà. Ça, c'est... 1200 en 20 ans, mais ça ne cesse les chiffres ne cessent de grimper. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va toucher tous les milieux sociaux, des gens vraiment, des paysans, des artisans, jusqu'à effectivement des hauts diplômés, qui sont très utiles aussi dans les réseaux, parce qu'ils vont activer des leviers à leur échelle, à leur niveau. Voilà, donc ça c'est plutôt encourageant. Tous les jours, quasiment, nous, on a des messages ou des visiteurs qui vont dans le même sens, c'est-à-dire de gens qui veulent agir, qui veulent sortir d'un mode de vie qui ne leur convient plus pour pouvoir incarner petit à petit un changement. Alors, ça n'a rien de facile, ce changement, et je crois que c'est de ça dont on va parler aussi. Le putain de facteur humain, on en parlera, mais avant de parler de ça, il y a une partie de votre livre qui parle de ce que vous appelez la violence éducative ordinaire, VEO, parce que le changement, ça se fait effectivement dans notre manière de consommer, une manière d'habiter les villes ou pas, mais ça fait aussi aux valeurs que nous transmettons aux enfants, à la manière dont nous leur parlons, et à ce qu'on appelle l'éducation, et c'est un mot que vous n'aimez pas beaucoup, éducation, vous dites dans votre livre. Alors pourquoi vous n'aimez pas ce mot-là, et qu'est-ce que vous appelez violence éducative ordinaire? Alors c'est pas moi qui ai inventé le terme de violence éducative ordinaire, hein, on le doit, je ne sais pas exactement qui, Alice Miller l'a beaucoup utilisé. Alice Miller qui est une psychanalyste allemande, c'est ça, autrichienne? Oui, elle était suisse-allemande, d'origine polonaise, et elle a donc vécu... à travers sa famille, la déportation, la Shoah, et elle s'est questionnée sur les origines de la violence. Donc une chercheuse hyper intéressante qui a été traduite dans un nombre considérable de langues, mais pas très connue en France. Mais dont vous parlez beaucoup dans votre livre. Oui, c'est vraiment une référente pour moi. Elle théorise la violence éducative ordinaire. En tout voilà, cas. Donc ouais. La notion de violence éducative ordinaire, pour moi, c'est vraiment la racine du mal, si j'ai envie de dire, parce que... je me suis rendu compte à travers toutes les réflexions que j'ai entendues dans mon enfance et dans mon adolescence, parce que je participais évidemment beaucoup à tout ce mouvement associatif que mon père a mis en œuvre pour essayer de comprendre et puis d'apporter des solutions concrètes aux difficultés, notamment écologiques, mais pas seulement, aussi sociétales, aussi humanistes, hein, que nous traversons globalement. Moi, je me suis questionnée sur les origines de la violence, parce que tout ça, c'est de la violence, c'est de la destructivité, que ce soit une destructivité que nous infligeons à nous-mêmes, aux autres, avec cette difficulté de coopérer, cette difficulté de nous entendre, cette difficulté de résoudre pacifiquement nos conflits, hein, parce que là, voilà, on assiste à un échec systémique de la diplomatie qui nous emmène dans des génocides absolument épouvantables, et ils sont à nos portes, ils sont aux portes de l'histoire. On a quitté un XXe siècle absolument épouvantable en termes de guerre et de destructivité entre nous. Donc, pour moi, tout ça quel rapport avec l'éducation que nous donnons aux enfants? Parce que dit comme ça, effectivement, voilà. Ça a l'air assez éloigné. Ce qui se passe en Ukraine a l'air assez éloigné de ce qui se passe dans notre salon ou dans la chambre des enfants. Mais en fait, vous dites... Alors, oui, le lien, c'est tout simplement celui qu'a fait Alice Miller, c'est-à-dire que nous ne naissons pas violents, nos sociétés ne sont pas violentes a priori, mais nous le devenons en bâtissant une culture de la violence qui est comme un modèle relationnel dominant
et qui est très en lien avec la manière dont nous accompagnons et éduquons les enfants. C'est-à-dire que les enfants, on leur apprend dès leur plus jeune âge, hein, vraiment dès le berceau, que l'adulte, c'est mieux que lui ce dont il a besoin, qu'il est un être petit, faible et vulnérable, qui va être dominé, donc il va rentrer dans une relation de domination avec des comportements éducatifs qui sont basés sur la coercition très souvent. Donc on peut... on est en droit, même la loi nous le permet, de dominer notre enfant par la punition. Alors, on n'a plus le droit aujourd'hui au châtiment corporel, mais c'est très récent parce que c'est 2019, je crois. Il faut préciser que ce que vous dites, c'est que ça ne concerne pas les fessées, les châtiments corporels. C'est pas ça dont vous parlez. Enfin, vous parlez de ça, évidemment. Ça faisait partie jusqu'à très récemment en France de la violence ordinaire, parce que la plupart... voire prescrite, puisque plutôt bien vu, c'était un signe d'autorité. Exactement, tout à fait. On parlait de juste châtiment, on parlait d'une bonne fessée, hein, vous connaissez l'expression. Ça remet les idées en place. Or, on a l'impression que c'est anodin, c'est pour ça qu'on parle de violence ordinaire. Or, ça n'a rien d'anodin. Et lorsque l'on va justement dans des explorations de comment on pourrait mieux coopérer ensemble, de comment on pourrait s'entendre, de comment on pourrait communiquer d'une manière non violente, et c'est là qu'on se rend compte à quel point nous sommes formatés dans un sens dominant-dominé, et que ce modèle de domination-soumission va se décliner ensuite à toutes les échelles de notre vie individuelle et collective. Et c'est terriblement destructeur d'avoir ce modèle culturel en toile de fond. Et donc, ce que vous racontez dans votre livre, c'est votre grand mérite, comme d'ailleurs à celui de Laure dans son livre, c'est que vous racontez l'aventure du Hameau des Buis, qui a été une aventure, donc il faut préciser exactement comme vous, Laure, dans Lyon, à Joigny, une aventure portée par des gens qui croient à une alternative possible, qui sont très engagés, qui sont philosophiquement engagés à changer, et donc à la fin, vous vous rendez compte qu'ils se comportent avec violence, avec justement ce fameux schéma dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que votre livre s'ouvre là-dessus. On a l'impression que c'est une grande déconvenue pour vous, c'est une grande déception pour vous, oui. Ce qu'on peut comprendre. Comment on explique ça? Parce que ça paraît très peu logique. Tout à fait, parce que la violence, elle est systémique, mais souvent elle est inconsciente, parce que nous sommes animés par de bons sentiments, y compris lorsque nous donnons cette fameuse bonne raclée à un enfant, c'est pour son bien. Donc nous sommes animés par des grandes valeurs qui sont imprimées au fronton de toutes nos mairies, par exemple, mais nous avons chacune les nôtres. Et lorsque nous décidons ensemble de créer un projet où il y aurait du respect, de la bienveillance, de la bientraitance pour soi, pour les autres, pour la nature, tout le monde adhère, on est 100% d'accord pour y aller. Et lorsqu'on se retrouve dans des situations réelles, concrètes du quotidien et du collectif, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons ni les codes ni les modèles. Nous sommes animés par cette violence systémique qui habite notre culture. Et je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à vous former à la communication non violente, parce que c'est à ce moment-là qu'on ouvre les yeux sur cette réalité et qu'on voit tous les endroits où on prend le pouvoir sur l'autre, où on le manipule, où on voudrait toujours avoir raison, où finalement notre point de vue est plus important que celui du voisin, et puis aussi nos besoins sont prioritaires sur ceux des autres, etc. Enfin, c'est toute une déclinaison, si vous voulez, d'actions et de comportements inconscients qui nous sont devenus presque entre guillemets naturels, parce qu'en fait ils ne le sont pas, mais ça c'est une autre histoire, et que finalement nous reproduisons. Donc lorsque nous nous retrouvons en groupe à devoir co-gérer ensemble un même territoire, un budget commun, avec des enjeux de pouvoir, eh bien alors là, cette violence, même si nous faisons tous les efforts, nous sommes équipés, nous avons fait des formations en communication non violente, en sociocratie, en holacratie, en intelligence collective, etc., à un moment donné, peuvent revenir les arcanes de la violence, même d'une manière assez crue et assez choquante, parce que lorsque l'on part d'intentions aussi élevées que celle du respect de la bienveillance, et puis qu'on en arrive à des conflits et des bagarres qui sont
Enfin, Ou des exclusions, parce que ce que vous racontez dans votre livre, c'est que vous avez été, vous et votre mari, vous avez été exclus du hameau des Buis, vous êtes obligés de vivre... Tout à fait, du lieu que nous avons nous-mêmes fondé, fondé et pour lequel nous avons plus de 10 000 d'heures chacun de bénévolat. Et qui était, voilà, c'était vraiment notre bébé. Et il y a eu une prise de pouvoir au sein de l'association et donc nous avons été exclus de notre propre projet. Laure, j'ai envie de vous entendre là-dessus, le putain de facteur humain, parce que votre livre laisse une grande place à cette partie qui est formidable, parce qu'elle est formidablement intéressante, parce que précisément, on cesse les grandes généralités généreuses et on voit la réalité du terrain, comment on fait pour aller discuter avec quelqu'un qui est un peu d'accord avec vous, qui n'est pas du tout d'accord avec vous, voire qui est très d'accord avec vous, mais avec lequel c'est impossible de travailler de manière constructive. Comment vous avez découvert ça, vous? À mes dépens. Certes. Alors, je compléterai ce qu'a dit Sophie par le fait que la première des violences, on se l'adresse à soi-même. Je ne vais pas vous faire ma psychanalyse là, mais j'ai eu une mère infirmière anesthésiste, donc qui a passé sa vie professionnelle à être dans un bloc opératoire et à voir des gens mourir ou avoir des urgences, donc à tout voir en noir. Tout est dangereux et rien ne va jamais. Rien ne va jamais. Alors, je suis devenue journaliste en environnement, j'y vois un lien, c'est pas mal. parce que rien ne va jamais. Mais j'ai donc intégré en moi une mère interne qui est que rien ne va jamais, que c'est jamais assez bien, que c'est jamais assez sauvable, que rien n'est parfait, etc. etc. Au-delà du fait que ça pose différents problèmes de personnalité, ça pose un petit problème. Non, mais ce que je raconte dans le bouquin, c'est en fait, il faut faire preuve d'authenticité. Enfin, je veux dire, il faut être assez clair et honnête avec ça. C'est douloureux parce que la première des choses, quand on veut se relier avec d'autres personnes sur un territoire, avec une intention commune qui serait de monter un groupe pour opérer de la transition sur le territoire, que ce soit alimentaire, énergétique, sociale, quand on veut créer des animations, créer des choses, des événements, etc., etc., on va devoir coopérer et travailler ensemble. Quand on va travailler ensemble, vous êtes tous une galaxie à part entière avec des trous noirs, des nébuleuses, un soleil en expansion, voilà. Et vous allez arriver dans un projet avec une intention qui est votre intention. Vous allez rendre visible. Voilà, moi ce que j'aimerais faire, c'est un festival des solutions, un week-end des possibles. Bon, ok, très bien. Il y a vos intentions cachées à l'intérieur de ça, qu'il faudrait rendre visibles aussi. Peut-être elles sont même cachées à vous-même. C'est-à-dire, est-ce que je veux prendre le pouvoir? Est-ce que je veux exercer? Est-ce que je veux vraiment imposer mon point de vue? Est-ce que je sais comment il faut faire et les autres doivent me suivre? Est-ce que je suis capable d'écouter les autres ou pas? Donc déjà, il y a vos intentions qui sont rendues visibles, les intentions cachées, et puis le projet en tant que tel, le week-end des possibles, a les intentions en tant que tel. Donc il va falloir mettre tout ça au pot et envisager quand vous êtes 10, 15 ou 20 personnes dans la même pièce à essayer de... Vous avez 20 x 3 intentions cachées, visibles, etc. Ouais. Ça peut être la même chose aussi. Mais surtout, moi, à l'école, on ne m'a pas appris à coopérer, on ne m'a pas appris à écouter, parce que la communication non-violence, la première chose à faire, c'est l'écoute profonde. L'écoute profonde égale je me tais quand l'autre parle, et surtout, je fais taire à l'intérieur de moi les projections. Ah, mais moi, si j'étais à ta place, ah ouais, mais moi, je ferais comme ça. Enfin, ou ça, c'est la réponse déjà prête que vous avez, en alors fait, que vous n'entendez même pas l'argument. Plus l'autre, ouais, vous écoutez déjà plus l'autre, vous avez déjà, alors que l'autre, il est juste demandé à être écouté. Donc la première chose à faire, c'est ça. Donc il faut faire taire tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, tout son parcours, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut. Tout... Déjà, vous l'avez pratiqué la CNV, vous l'avez apprise vous aussi? Vous avez été initiée à la CNV? Pas le choix, pas le choix. C'est-à-dire, moi, je me trouvais déjà bien violente avec moi-même. Donc si en plus je vais aller faire chier les gens avec mes névroses, ça va être invivable. Bon. Donc je suis allée me former, je ne dis pas que j'ai tout réussi, je suis allée me former, je pense que c'est un parcours de vie entière, parce qu'il faut déconstruire des modes d'apprentissage, des modes de fonctionnement depuis 0 ans, quoi. Donc ça fait 50 ans ce qui me concerne. On peut même dire que ça fait presque 10 000 ans, hein, parce qu'on a l'impression que ça vient du néolithique. Enfin, vous dites que ça vient du néolithique, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, on va déconstruire, on va essayer en tout cas d'aller apprendre à déconstruire. La première des choses à faire, dès qu'on veut monter un collectif, aller faire un stage de CNV tous ensemble. Après, on peut aller faire une formation de posture apprenante de coopération. Posture apprenante de coopération, c'est quoi ça, la posture apprenante? Il y a des postures, on a tous une posture réflexe. En termes de fermé, ouvert,
Non, c'est ça. Posture réflexe, à base de jeu, on peut déterminer très vite la posture réflexe des uns et des autres. Moi, je connais ma posture réflexe. Ma posture réflexe, c'est toute seule, aveugle et muette, je m'en sors. Donc, j'ai pas besoin d'aller avec les autres, en fait. Non, mais c'est ma posture réflexe. J'ai dû me débrouiller toute seule, muette, aveugle. Je me débrouille. Et ben, c'est con pour coopérer, ça. C'est l'attachement évitant. On appelle ça. non, mais donc du coup, on va jouer à différentes choses pendant plusieurs jours. Après, ensuite, on va peut-être aussi apprendre des outils d'intelligence collective, tu l'as dit. Donc, tout simplement une décision par consentement, par consensus, par majorité. Comment on fait? On décide comment. On lève une décision par consentement, c'est que tout le monde, si jamais il y a une objection, on lève l'objection, on travaille ensemble pour lever l'objection. Et donc on demande à l'autre jusqu'où ton objection irait. Et à la fin, la question clé, c'est est-ce que tu peux vivre avec cette décision ou est-ce que tu peux vraiment pas vivre avec cette décision? Si tu peux pas vivre avec cette décision, on va essayer de lever cette objection que tu as. Donc, vous vous rendez compte le temps qu'il faut? C'est-à-dire qu'on ne prend plus une décision comme ça. Bon allez, c'est moi qui ai décidé, on va faire le week-end des possibles les 27 28 mai. Ceux qui ne sont pas contents, vous partez, quoi. C'est exactement comme ça que ça s'est fait. C'est incroyable. C'est génial. Regardez, on est tous là. Oui, il y a encore des systèmes hiérarchiques dans les entreprises. Bon, bref, tout ça pour dire que, en plus, l'association qui veut œuvrer, en plus, juste pour dire, l'association qui veut œuvrer pour l'évitement de la fin du monde, c'est une intention hyper noble, on est d'accord. Donc tout le monde est d'accord que ça va être cool, on est tous d'accord pour le faire. Bon, très bien. Sauf qu'une fois qu'on va devoir mettre ça en œuvre, on se rend compte dans les pires difficultés. Et quand on arrive dans une association, on arrive avec nos névroses et un petit chefaillon comme ça dans une administration de hauts fonctionnaires, on va dire, il n'y a pas de raison que quand il arrive dans son association, il soit hyper cool et détendu et super open et à l'écoute de tout le monde. Je vois, ou alors il est schizophrène et là c'est un autre paramètre. Mais donc du coup, on arrive avec tout ce qu'on est dans la vie et on pense que parce que l'intention est belle et noble, nous allons être dans une efficacité et en plus il y a l'obligation de résultat qui pend au nez de tout le monde, alors que l'obligation de moyens ce serait d'apprendre à faire le mieux pacifiquement, avec bienveillance, terme ultra galvaudé quand même. Voilà. Et puis bon, c'est chiant de faire une météo intérieure quand tu arrives dans un groupe. Il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça, de faire une météo intérieure. Est-ce que tu te sens remué, assombri? Tu viens comment? Est-ce que tu peux poser tes problèmes en dehors de la salle, en dehors de la réunion? Tu les reprendras plus tard. C'est des réflexes qu'on n'a pas du tout pour pouvoir travailler au mieux de manière dégagée. Vous les avez acquis quand même au fur et à mesure, là, parce que vous dites on arrive complètement mal éduqué, enfin non éduqué, voilà. J'ai acquis certains trucs, mais c'est vous, pas des collectivement, réflexes. Je parle dans votre collectif en général, parce qu'il y a vous, mais il y a plein d'autres gens. Est-ce que globalement, vous pouvez quand même noter qu'il y a une marge de progression qui est considérable depuis que vous avez commencé, en termes de dialogue? On a progressé. Moi, personnellement, j'ai rendu mes mandats parce que de toute façon, l'associatif, il y a un truc qu'on ne dit pas aussi. Pour changer le monde, ça prend du temps, c'est du bénévolat. Il n'y a pas de revenu de la transition écologique. Le principe existe, mais il n'est pas appliqué en France. Et en fait, à un moment donné, quand vous êtes à 3 réunions par semaine où ça s'engueule sur la tronche du logo, de 20h à 23h, vous n'avez plus de vie, quoi. T'es où, ma chérie? Je suis encore en réu avec la convergence des possibles. On ne sait pas si on va du bleu ou du rouge. Mais alors, vous avez rendu vos mandats, est-ce qu'on doit considérer... Moi, j'ai rendu mes mandats, mais du coup, considérer que vous jetez l'éponge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, je nourris le collectif autrement. Je reviens des assises européennes de la transition énergétique. J'ai plein de trucs dans ma besace, d'outils, d'appels à manifestation d'intérêt pour transitionner sur le territoire, pour faire territoire zéro précarité énergétique, etc. Donc, j'arrive, je leur fais une restitution et ils décideront eux-mêmes. Moi, j'aurais envie, je saurais comment faire, hein. Mais tu vois, moi, je me mets en retrait parce que ma posture réflexe n'est pas encore modifiée. Je trouve ça douloureux vis-à-vis de moi-même de m'auto-attaquer, de ne pas être parfaite. Et donc, je préfère me mettre en retrait et faire ce que je peux faire, mon métier finalement, mais le répliquer. Amener des idées. Amener les idées, amener les informations, donner les informations. Et le trésor de la guerre, c'est l'information quand même. Qui fait quoi, où, avec qui, quand, comment et avec quel argent, où est-ce qu'on peut trouver l'argent, où sont les lignes de budget en région, etc. Ça c'est un vrai truc d'ingénierie que j'ai déplié, développé également, et je pense que je suis bonne à ce niveau-là. Voilà, maintenant... et je précise que dans le livre, ce qui était compliqué en tant que journaliste, c'était
d'écrire un truc dans lequel j'étais partie prenante. Ça, c'est presque C'est- contre nature quand C'est on est journaliste. l'interdiction C'est un jeu. absolue dans le journalisme. C'est très compliqué. C'est d'être juge et partie de l'information. Je crée l'information que j'allais commenter derrière. Et vous donnez que la version qui vous arrange en plus. Non, je plaisante. En plus, c'est pas vrai, je suis hyper honnête. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'en étant hyper dur avec vous, vous n'êtes pas plus honnête. Bon, ça, c'est un autre sujet. Sophie, vous 1 insistez... euro la minute, ça m'a coûté pendant 20 ans cette histoire. C'est donc vrai. 1 euro la minute. Sophie, vous insistez beaucoup aussi sur cet aspect des choses qu'a évoqué Laure, c'est-à-dire la nécessité de se connaître. Alors dit comme ça, on est tous d'accord, il faut réfléchir à nos intentions, etc. Mais vous dites, c'est un travail qu'il faut faire même accompagné, en fait. En fait, ça s'appelle une thérapie, finalement. C'est-à-dire qu'avant de commencer peut-être un grand travail sur un autre sens, une autre bifurcation à donner à sa vie, il faut déjà savoir effectivement pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut y mettre, vers quoi on va, et surtout avec quelle névrose, pour reprendre les termes de Laure, on arrive, quoi. C'est un travail que vous avez fait. Vous racontez dans votre livre, vous l'avez accompli. Oui, parce qu'en tant qu'être de lien et être d'attachement lié à notre espèce, c'est vraiment une caractéristique de notre espèce. Et nous savons que grâce à une tierce personne, on peut vraiment avancer avec des effets même curatifs. Alors que c'est parfois très difficile de faire ce travail seul. Après, peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent, hein, moi je ne l'exclus pas, mais pour moi ça a été très important de me faire accompagner de diverses manières d'ailleurs, pour arriver à me connaître. Après, c'est vrai que notre vie, elle nous amène toujours des éléments de connaissance de soi, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Lorsque l'on se met en ménage avec quelqu'un, ça va faire miroir. Lorsqu'on a des enfants, ils vont nous renvoyer tout un tas d'éléments de compréhension de nous-mêmes. Donc les occasions ne manquent pas. Et le collectif est aussi un excellent exercice pour cela. Mais qui peut être un exercice un peu violent aussi. Si on apprend, parce que avec quelqu'un, une tierce personne thérapeutique, c'est bon. On est censé découvrir ces choses-là. C'est déjà pas toujours facile. Mais c'est avec un collectif qui est animé par les mêmes névroses que les vôtres ou d'autres névroses, mais mal complémentaires avec les vôtres, ça peut être aussi un peu. Oui, mais d'autant plus que nous essayons de déconstruire aussi les endroits où il y a des prises de pouvoir. Donc dans nos projets de coopération, il y a très souvent l'idée qu'on va horizontaliser le pouvoir. C'est-à-dire que chacun va détenir un petit bout de ce gâteau du pouvoir, je l'appelle, moi, parce que... Et en fait, là c'est une sorte de malentendu, parce qu'il ne s'agit pas de considérer que le pouvoir, c'est un gâteau en partage qui est à l'extérieur de nous, mais il s'agirait plutôt de reprendre notre pouvoir personnel. Donc c'est vraiment... De sentir que l'on peut agir, que l'on peut créer, que l'on peut exprimer le meilleur de nous-mêmes à travers des œuvres communes, mais sans forcément le prendre à quelqu'un ou avoir un devoir de partage, dans le sens où c'est pas un pouvoir sur les autres, c'est pas un pouvoir autoritaire. C'est vraiment un pouvoir, on peut. Et, un pouvoir d'action plutôt que d'imposition à l'autre. C'est faire quelque chose. C'est ensemble nous pouvons. Et d'ailleurs, ça a été manifeste dans nos projets, puisque ensemble nous avons quand même construit une vingtaine de logements bioclimatiques en chantier participatif. Donc ça a été il y a eu 2000 bénévoles qui ont coopéré avec une équipe technique. Enfin, ça a été une époque absolument fantastique, où on a l'impression d'assister à la multiplication des forces. Et là, on est vraiment dans notre pouvoir. Mais lorsqu'on dit, par exemple, qu'il faut que les gouvernances soient partagées, horizontales, etc., dans nos systèmes, eh bien, on prend le risque que ce soit extrêmement violent au final, parce que si on n'est pas prêt intérieurement à incarner une forme de posture, justement cette posture dont tu parlais, c'est-à-dire une posture de savoir-être, une posture vraiment de conscientisation de toutes les logiques de domination qui pourraient revenir à l'assaut, même de manière inconsciente, eh bien, à un moment donné, notre œuvre commune peut complètement basculer avec des prises de pouvoir très importantes à des endroits où on se sera vulnérabilisé, en fait. Parce que l'horizontalité peut, quand elle n'est pas suffisamment conscientisée, elle peut créer une espèce de frustration, un sentiment d'impuissance. Oui, et puis il y a une espèce aussi de libération
de toutes les frustrations. On se dit ah, enfin un espace d'expression dans lequel je vais pouvoir exister, dans lequel je vais pouvoir être reconnue, dans lequel je vais pouvoir me défaire de certaines frustrations, de certaines limites, etc. Donc il y a quelque chose qui va de bon cœur, et là ça va se télescoper très brutalement entre les souffrances en fait, des uns et des autres, donc, et toute la violence refoulée qui est notre héritage culturel, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc c'est cette rencontre-là. Donc nous, pour éviter de réitérer, parce que j'ai recréé un écolieu à 400 km du premier, en Haute-Garonne. Nous sommes passés du système associatif au système coopératif, et à cette fois, nous avons mis des garde-fous. Donc il n'est plus possible de prendre le pouvoir dans nos systèmes coopératifs, alors que dans le système associatif, c'est quand même très très vulnérable. C'est plus. Puisqu'il faut multiplier les compétences, y a-t-il des questions dans la salle? Avez-vous des remarques, des questions à poser à Laure et à Sophie? Monsieur, le micro ici, oui, merci. Merci beaucoup, et merci pour la conférence. Je voulais vous dire que j'ai fait mon mémoire sur les bifurcations écologiques, donc j'ai pas mal lu votre livre et je m'en suis inspiré, ainsi que d'autres auteurs. Et il y a une question que je me pose toujours actuellement, donc du coup, désolé, mais c'est plutôt pour leur Noaillat la question. C'est dans quelle mesure est-ce que ces bifurcations, elles peuvent constituer un mouvement social? Et à l'inverse, dans quelle mesure c'est des expériences isolées, ou est-ce qu'il y a une possibilité que ça s'organise comme une véritable force de contre-pouvoir? Et aussi, si je devais poser une question à Sophie Rabibouka, ce serait dans quelle mesure ces écolieux, ces tiers-lieux, ils sont en réseau afin de créer, pareil, une vraie forme alternative de pouvoir, et dans quelle mesure ils ont volonté à se répandre. Voilà, merci. Plus l'époque va se durcir, plus la coopération et l'entraide sur le territoire va se diffuser. Par ailleurs, on a un phénomène d'exode urbain. Alors, est-ce un véritable exode urbain, ou est-ce que c'est juste une translation géographique pour aller télétravailler à Auvers? On ne sait pas encore tout à fait. Les avis divergent là-dessus en fonction des études. Mais il y a des villes qui demandent à être réinvesties, et il y a des personnes qui cherchent des endroits où investir leur seconde partie de vie. Donc, statistiquement, selon une logique de tendance, ça devrait se déployer. Est-ce que c'est un contre-pouvoir? Alors, les contre-pouvoirs se situent à différents niveaux de la société. Il n'y a pas que les bifurcations écologiques qui doivent être le ferment d'un contre-pouvoir. Mais il est vrai que sur les territoires, ce sont des personnes qui arrivent, qui prennent leur carte d'électeur, qui vont de toutes les manifs avec ou sans casserole, dès lors qu'il faut aller gueuler autour des ronds-points ou pas. Ce sont des gens très investis politiquement. Il y a une façon de prendre le pouvoir qui est dans l'action sur le territoire, pas forcément en allant gueuler ou en proposant de s'incarcérer dans la politique locale, mais en faisant de la transmission, là aussi, de savoir-faire, beaucoup d'apprentissage. Moi, je trouve que c'est éminemment politique, l'apprentissage. Le monde de demain, c'est aussi le monde des demain, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes qui bifurquent se rendent compte qu'ils ont leur cerveau, ils ont appris beaucoup de choses, ils savent très bien penser la géopolitique et les grands enjeux, mais ils arrivent, ils ne savent pas planter un clou. Ils ne savent pas planter une tomate. D'ailleurs, ils ne savent même pas à quoi ressemble un plant de tomate. Donc, on repart à zéro sur des apprentissages que leurs grands-parents avaient ou leurs arrière-grands-parents avaient. Donc là, il y a tout ça qui est éminemment politique, c'est de se réinvestir des lieux et de transmettre ce savoir-là. Et voilà, je crois que... je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces fameuses études qui disent qu'à 3,5%
personnes hyper mobilisées, hyper engagées, hyper motivées, hyper concernées par un dossier, ça peut faire basculer tous les autres. On a le phénomène du early adopter, c'est-à-dire du pionnier. C'est inspirant de voir des jeunes qui poursuivent la colocation étudiante dans leur mode de vie, qui mutualisent des moyens de production, des moyens de déplacement. Sur le territoire, par exemple là où je vis à Joigny, il y a 15 personnes qui sont passées chez le notaire, ils ont 30 ans, aucun n'a acheté un véhicule thermique. Par contre, moi, mon véhicule qui est immobilisé à 92% du temps, il est dans un pot commun avec le véhicule de 3 ou 4, 5, 6 autres propriétaires de véhicules. Et là, ça c'est inspirant par exemple. C'est des petites choses, des petits trucs comme ça. Donc dans quelle manière ça va faire basculer tout le monde? Toutes les campagnes ne vont pas accueillir les 10 millions de personnes de l'Île-de-France quand il faudra, mais il y a des villes qui demandent à être investies, donc je pense qu'on est loin avant d'avoir une saturation des campagnes. Vous avez des fermes pour pas un rond à acheter dans plein d'endroits. Voilà, si on a envie de se retrousser les manches, d'autoconstruire, de réparer, il y a plein de lieux qui n'attendent que ça. Et dans les territoires comme les miens, où à 18 ans, la première chose qu'on fait dès qu'on a son bac, c'est on s'en va pour faire ses études et on ne revient pas. Voir arriver des jeunes de 25, 30 ans, c'est quelque chose d'assez... C'est un vrai bol d'air, quoi. Et surtout dans une ville qui est la dernière ville de gauche dans Lyon. 420 communes, c'est la dernière ville de gauche. Donc les forces vives comme ça, finalement, ça fait contre-pouvoir. Un bureau de vote, il suffit de 3 personnes en plus pour faire basculer. Donc on en est là, quoi. Donc c'est très intéressant face aux Zemmouriens qui ratissent les campagnes et face au Rassemblement national qui est particulièrement présent. Lyon, c'est pas le paradis. Sur les 3 députés de Lyon, 2 sont Rassemblement national. Donc on est en terre hostile quand même, faut aussi le dire. Je crois qu'une des questions subsidiaires, c'était comment il y a un réseau de toutes ces initiatives, de ce que vous vivez. Moi, je suis dans le culturel, donc je vois la violence qu'il y a, que ce soit du ministère de la Culture, des collectivités territoriales, qui se répercutent dans les lieux et donc dont souffrent les intermittents actuellement. Donc beaucoup repensent en se disant est-ce qu'il ne faut pas investir des tiers-lieux, aller se déplacer. Comment il existe des plateformes ou des expériences que nous pourrions partager, que vous pourriez transmettre à des gens qui n'ont pas encore fait le pas mais qui sont dans la réflexion? Oui, pour répondre à cette question de réseau, effectivement, Colibri, par exemple, c'est 700 000 adhérents. La coopérative Oasis donc, anime un réseau de déjà 1200 lieux avec Habitat et Humanisme, avec d'autres réseaux qui se fédèrent entre eux. Tout ça fait partie d'une plus grande communauté qui est celle de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a un maillage comme ça qui effectivement est en train d'écrire de nouveaux récits, de faire de nouveaux possibles sociétaux qui, moi personnellement, me rassurent beaucoup parce que je me dis que même si ça reste une très faible minorité, c'est quand même sont des points de repère un peu partout sur le territoire qui vont permettre à un moment donné d'aller vers des solutions concrètes qui ont déjà été éprouvées, parce qu'il y a une partie recherche-action dans nos démarches, il y a une partie laboratoire de la transition où pour vraiment savoir ce que ça vaut, il faut s'y mettre. Et moi, je suis presque contente de ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire qu'on a essayé, on a expérimenté, on y est allé de bon cœur et paf, on s'est pris un énorme mur. Ça nous a permis de créer une chaîne YouTube sur la thématique de démasquer les mécanismes de la violence dans les collectifs, parce que c'est une thématique énorme et qu'on n'avait pas vu venir. Et il y en aura d'autres, il y en a d'autres déjà, et il y en aura d'autres sur la gouvernance partagée, sur les problématiques liées à la sécurité alimentaire. Il y en a plein, il y a plein de thématiques. Et tout à l'heure, il y a Emma Aziza qui va venir parler de l'eau, qui est une énorme thématique. Donc il y a la thématique culturelle aussi, de l'art et de la culture, de comment est-ce qu'on on continue à faire vivre et à l'intérieur des collectifs, à donner une place à ces dimensions-là, sans s'épuiser, aller vers des burn-out systémiques, non, parce que
travailler la terre, c'est dur. Le retour à la terre, c'est dur. Et ça aussi, il y a beaucoup de néo-ruraux qui se le prennent en pleine face. C'est que, non, il y a un côté hyper ingrat quand même de se lever. Moi, j'ai des chèvres, je me lève à 6h du matin pour traire, faire le fromage, j'ai mal au bras. Je suis très fatiguée quand je vais dans mon lit le soir à 9h15. Et tout ça, c'est une réalité. Donc voilà, on a vraiment besoin que tout ça soit réexpérimenté et redistribuer les idées, les compétences, etc. Donc il y a beaucoup de lieux aussi qui servent de lieux ressources ou de centres de formation. Il y a beaucoup de formations dans les oasis, par exemple, qui sont offertes pour que les gens puissent venir expérimenter, s'immerger aussi, des immersions, se nourrir et y aller en douceur. Parce qu'en fait, le grand risque de ce qui va peut-être nous arriver, c'est qu'on va pas avoir le temps de se retourner et puis d'aller trouver des ressources et des compétences nécessaires pour affronter des sécheresses inédites, des limites alimentaires, des peut-être fin de certaines énergies ou un surcoût complètement prohibitif qui fait qu'on va être obligé de changer nos modes de vie. Donc nous, on est peut-être à l'envers un peu du décor, on est un petit peu dans l'ombre très souvent dans ce qu'on fait, mais on expérimente pour la communauté. Voilà, moi j'ai pas du tout l'impression d'être dans une bulle fermée où on fait sauf qui peut, mais plutôt bon allez, on y va, on va essayer, on va expérimenter, on va se prendre le râteau, se le reprendre peut-être, et puis voir comment tout ça va pouvoir profiter à un plus grand nombre. Pour la question du réseau, vous trouvez, elle l'a dit, Coopérative Oasis, les réseaux France Tiers-Lieux également vous donnent toutes les indications de où sont les tiers-lieux. L'Agence nationale de la cohésion des territoires a lancé un appel à manifestation d'intérêt. Donc, je vais rentrer dans les acronymes. L'ANCT a lancé un AMI pour les fabriques de territoires. Vous avez eu, je crois, 90 territoires par an qui ont eu un label de fabrique de territoire. Ce sont des endroits où se créent des tiers-lieux. Ils sont en cours de création. Donc, on part d'à peu près zéro et vous avez une carte sur France. Ah, mais le réseau France Tiers-Lieux sert à ça. C'est-à-dire, vous êtes accompagné, il y a beaucoup de rencontres. Alors, c'est chronophage. Encore une fois, vous n'allez pas être payé à le faire. Ouais, c'est sûr. C'est chronophage, il faut aller là, à droite, à gauche, rencontrer. Ouais. Écolieu, tiers-lieu, c'est pas la même chose en plus. Ouais. Mais ouais, vous pouvez avoir énormément d'informations. Effectivement, Coopérative Oasis vous donne énormément d'indications. Et le lien entre les tiers-lieux culturels et les tiers-lieux écologiques, c'est de plus en plus hybridé en fait. Nous, on ne fait pas que de l'écologie, on fait de la culture aussi. C'est de la culturation à des enjeux écologiques. Voilà, c'est pareil en fait. Et il y a beaucoup plus de tiers-lieux type Friche, Belle de Mai, etc. qui maintenant intègrent les enjeux écologiques. Donc il y a une hybridation d'ailleurs qui est hyper féconde parce que la nature sans la culture, voilà, c'est dommage. Merci beaucoup, Laure. Voilà, merci beaucoup, Sophie Rabi-Bouquet. Je rappelle donc que vos deux livres, très intéressants l'un et l'autre, parce que nuancés, pratiques, concrets, sont disponibles en librairie juste à côté, et vous pouvez même les signer. Et je suis désolé, on ne peut plus poser de questions parce que nous sommes très en retard, mais vous pourrez leur parler à la fin de après cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je laisse maintenant la parole à ma collègue Margot Hauter qui reçoit Brigitte Gauthier. Brigitte Gauthier, vous la connaissez, fondatrice de l'association L214. Les voilà, je les vois qui s'approchent.